Vous écoutez Bangarang. Bangarang. Salut, c'est Neil Armand, bienvenue sur Take 5 de la radio Bangarang. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'environnement, nous sommes accompagnés de Jean-Michel Perret, maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas. Alors, vous pouvez vous présenter ainsi que la commune ? Oui, bonjour, donc Jean-Michel Perret, j'ai 55 ans, j'ai été élu maire en 2014 et réélu en 2020. Et je suis donc maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas, 4400 habitants et une superficie de 1400 hectares. D'accord. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler des enjeux environnementaux qui touchent la commune ? Alors les enjeux environnementaux, comme toutes les communes, ils sont multiples. D'abord, c'est notre responsabilité en tant qu'élu d'avoir conscience de l'avenir qu'on vous prépare, de la planète qu'on va vous léguer. Et donc ça passe par plusieurs sujets, plusieurs thèmes, que ce soit en termes de pollution, en termes d'optimisation et de recyclage des différents déchets ou autres produits industriels, et donc mise en place aussi évidemment de toute une politique qui touche un petit peu à un peu à tout, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit du déplacement, du transport, que ce soit aussi anticiper vos modes de consommation, qu'ils soient alimentaires ou autres, et donc avoir effectivement le souci pour quoi qu'on fasse, quelque action qu'on fasse, on ait toujours ce souci environnemental pour l'avenir. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets différents que vous avez effectués depuis le début de votre mandat, s'il vous plaît ? Donc différents projets, depuis 2014 on a mis en place d'abord un grand programme d'action pour l'alimentation à travers donc une remobilisation foncière sur la zone alluviale du Gardon de la commune, qu'on appelle la Lingue, mais il y a la Lègue, mais il y a d'autres hameaux comme Canfressin, etc. Et donc cette zone alluviale en fait était la plaine maraîchère il y a de ça encore quelques années, et depuis maintenant 5 ans, le dernier maraîcher en exercice après sa retraite, et il était de notre devoir d'élu justement de relancer une production locale en maraîchage, donc ce qui fait tous les fruits et les légumes pour notre alimentation, et bien sûr de notre devoir aussi de relancer une production maraîchère en production bio, à travers différentes techniques culturales comme l'agroforesterie, comme la permaculture qui permet de préserver la ressource en eau aussi. Donc c'est un tout, il n'y a pas que le produit bio, parce qu'on peut faire du bio sur du coton, entre guillemets, avec des engrais classifiés comme bio, alors que là, nous, on fait le choix, effectivement, bien sûr, de relancer une agriculture en pleine terre, et en respectant aussi toutes les ressources. La terre, n'importe quel agriculteur vous le dira, elle ne nous rend que ce qu'on lui donne, que ce qu'on lui offre. Et en fin de compte, pour produire, elle a besoin aussi de nutriments. Donc ces nutriments, ils peuvent être soit de nature chimique et synthétique, ou bien naturels. Et après, avec différentes techniques, on peut aussi économiser de l'eau, etc. Donc c'est quand même extrêmement important. D'autres réalisations sur la commune, comme la réalisation d'un sentier botanique, grâce à l'action d'une de mes élues, Claudie Carmona-Huguet, qui est passionnée et une grande connaisseuse du domaine. Et donc c'est un sentier donc de découverte avec différents mobiliers disséminés à travers la nature sur la commune de Saint-Hilaire, et qui explique toutes les plantes et autres végétaux sur lesquels on passe à côté, sans les voir, sans les connaître, alors qu'en fin de compte, ils ont un intérêt majeur pour la biodiversité. Certains sont d'origine préhistorique, et on ne le sait même pas. Je pense notamment à, par exemple, du blé sauvage, où en fin de compte, on a l'impression que c'est une mauvaise herbe, qui est un terme impropre parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes différentes. Et donc voilà, il y a des tas de plantes comme ça à côté desquelles on passe et qui en fin de compte ont un rôle essentiel pour la préservation de notre planète à travers la biodiversité qu'elles apportent.
D'autres projets que nous avons lancés aussi, c'est la réalisation de voies. Alors on appelle ça doux, on appelle ça actif maintenant. C'est la dernière terminologie européenne, on va dire de déplacement autre que automobile. Donc c'est effectivement réfléchir à tous les travaux routiers qu'on peut faire à travers les différentes rues et réfléchir justement à des aménagements qui fassent qu'on puisse circuler, que ce soit à pied, en trottinette, en vélo, en poussette, sans effectivement risquer de se faire écraser. Donc c'est des réalisations qui prennent du temps, qui se réfléchissent longtemps à l'avance, qui mobilisent beaucoup d'argent pour certaines, et c'est un tout. D'accord. Au niveau de la gestion des déchets, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis 2014 ? Alors depuis 2014, on a mis en place un composteur pédagogique sur le site d'une cantine municipale qui nous sert donc effectivement à transmettre à votre génération, enfin à votre génération, vous n'êtes plus à l'école élémentaire, mais on va dire à la génération de vos petits frères ou sœurs, comment effectivement se forme la terre sur laquelle on marche, à travers justement la dégradation organique des différents déchets que l'on produit, que ce soit nos déchets de cantine, mais c'est aussi tous les végétaux comme tondre sa pelouse, tailler les arbres, etc., qui du fait de l'action naturelle de la décomposition à travers le soleil, le vent, les micro-organismes, les insectes font que ça finit par produire du terreau. Et donc tout ça se fait naturellement mais prend un temps assez long et on peut accélérer le processus de décomposition à travers des bacs justement spécifiques et une certaine technique pour justement favoriser et accélérer le compost. Et j'avais aussi entendu parler d'un projet d'arbre à tri sur la commune. Alors l'arbre à tri, en fait, c'est pas un projet communal, c'est le tri sélectif qui est organisé, financé, collecté par Alès Agglomération. Donc c'est effectivement toute une politique mise en place par des directives européennes à la base, qui ont imposé d'abord aux communes et puis après aux communautés d'agglomération ou syndicats intercommunaux qui s'occupent du retraitement, du tri, enfin de la collecte et du retraitement de nos ordures ménagères. Et à travers ce retraitement, effectivement, il y a tout un processus de tri qui se fait sur différents objets, différentes matières que l'on jette. Et certaines de celles-ci effectivement se retraitent, que ce soit certaines matières plastiques, le verre, l'acier, l'aluminium. Et bientôt justement pour tout ce qui est déchets organiques, déchets de table. Donc ça c'est la récente évolution de la législation européenne que on va devoir appliquer effectivement sur le territoire d'Alès Agglomération. Pour l'instant, les arbres à tri ne font que collecter en tri séparatif tout ce qui est métallique, papier, carton, plastique, acier et aluminium. Vous écoutez Bangarang. D'accord. Comment financez-vous tous ces projets sur la commune ? Alors les financements de projets se font essentiellement à travers le budget communal, donc qui est en fin de compte le résultat des taxes que l'on paye quand on habite une commune, mais aussi à travers les dotations d'État qui elles sont le résultat des impôts que l'on paye. Et après on a des aides suivant la typologie de projet, des aides spécifiques. Ça peut venir de l'agence de l'eau, donc pour tout ce qui contribue, pour tous les projets qui contribuent à préserver la ressource. Alors préserver la ressource, ça passe à travers deux thématiques essentielles, à savoir d'abord limiter sa consommation et ensuite éviter de polluer nos nappes phréatiques qui sont en fin de compte la ressource essentielle de notre eau potable. Ça passe aussi à travers par exemple aussi l'ADEME qui est l'agence de développement pour l'environnement, donc c'est une agence d'État comme l'agence de l'eau qui elle aussi finance des actions en faveur de l'environnement. Et puis après, ça passe aussi par des subventions comme la région, essentiellement, mais aussi le département qui nous accompagne et également des subventions spécifiques de l'État en direct à travers le préfet ou le sous-préfet.
Et puis j'oublie certainement d'autres financeurs. L'Union européenne, bien sûr, c'est aussi un financeur essentiel pour énormément d'actions, que ce soit d'ailleurs par les collectivités territoriales, comme notre commune, mais également par exemple auprès des entreprises privées. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets futurs pour l'environnement sur la commune ? Alors, c'est pas des projets, parce que en fait, on va plutôt partir de l'idée d'un projet global, parce que tout est systémique, tout se tient. Quand on parle de l'effet papillon, on est en plein dedans, à savoir que on peut avoir une action effectivement sur tel domaine, et puis en fin de compte ne pas en avoir sur d'autres domaines, et en définitive la seule action qu'on aura menée n'amènera pas grand-chose. Donc il faut réfléchir à la globalité de toutes les actions qu'on peut mener. Je dirais que le principal axe que l'on doit travailler, je vais vous donner l'origine d'ailleurs de cet axe-là. Il remonte à 1286, si ma mémoire est bonne. C'est la ville de Sienne, en Italie, où il y a eu, on va dire, une expérience de république à l'époque. Et où en fin de compte les sages qui avaient effectivement créé cette primo-république entre guillemets avaient imaginé qu'effectivement tout se tenait et que donc la ville en elle-même se devait de tenir compte de sa campagne, de sa population, des différents métiers qu'elles exerçaient, etc. Et donc tout notre projet à Saint-Hilaire, je dirais, s'inspire de la ville de Sienne et de cette époque-là, qui n'a pas duré longtemps parce qu'elle a été rapidement balayée par les féodalités à l'époque. Mais en attendant, l'idée, c'est effectivement d'avoir un projet global qui, on va dire, on partirait un peu de l'urbanisme. C'est-à-dire effectivement la réflexion sur l'organisation des habitations, des entreprises, enfin tout ce qui tient entre guillemets à la construction. Et cette idée globale dit il faut que nous soyons à un quart d'heure en vélo, parce que c'est le moyen de déplacement le plus écologique et le plus rapide, entre guillemets. Il faut qu'on soit à 15 minutes de notre lieu de travail, de notre lieu d'habitation, de notre lieu de loisir, de nos commerces pour se nourrir et se vêtir, et évidemment de nos lieux de loisirs et de culture. Donc toute la réflexion part de cette globalité, c'est pour éviter de limiter les transports. Enfin, pas pour éviter de limiter, pardon, mais pour limiter au maximum les déplacements en automobile. Parce que l'automobile, qu'elle soit électrique ou à essence, comme aujourd'hui essentiellement, dans tous les cas, il faut produire de l'énergie. Dès qu'on produit de l'énergie, en fin de compte, on pollue d'une manière ou d'une autre. Donc la meilleure énergie que l'on puisse produire, c'est celle qu'on économise. Donc la réflexion se fait autour d'un urbanisme qui comprenne effectivement tous ces pôles dont on a besoin pour vivre. Se divertir, se cultiver, se nourrir, s'habiller, travailler évidemment et habiter. Et donc à partir de là, tout découle. À savoir effectivement, et je reviens à Sienne, avoir nos lieux de production, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir nos lieux de production maraîchers qui permettent de nous nourrir à proximité, circuit court. Avoir nos lieux de culture et de divertissement et de sport à proximité aussi, donc c'est-à-dire tous les équipements culturels et sportifs qu'on peut avoir sur une commune comme stade, gymnase, cours de tennis, etc. et j'en passe, et parcours sportifs que nous sommes en train de mettre en place. Également aussi, bien sûr, les lieux d'éducation, nos écoles, où effectivement pour supprimer les transports par bus très polluants par définition, on a en projet donc de créer une cantine par école. Actuellement, il y avait qu'une seule cantine centrale pour les 3 écoles disséminées sur la commune, ce qui générait ces transports en car et donc polluants. Ça comprend aussi, bien sûr, la liaison en voie douce, en voie active, c'est-à-dire en voie sécurisée, pour aller sur des pôles essentiels sur l'agglomération d'Alès, des pôles essentiels de travail. Donc ici, à Saint-Hilaire, à moins de 15 minutes, on est ou bien à la zone Piste-Oasis d'Alès, le centre-ville d'Alès, le Capra, ce qu'on appelle le Capra, là où il y a le parc des expositions et la zone d'activité économique de Méjanes-Alès, et la future zone d'activité économique dite Saint-Jean à Vézénobres.
Donc c'est à travers cette réflexion globale que l'on doit déterminer notre urbanisme et les modes de transport vitaux pour nous d'une manière générale. Ça, c'est le vrai grand projet, on va dire, pour les décennies à venir. Limiter au maximum les déplacements pour limiter au maximum l'utilisation d'énergie, quelle que soit son origine. Bangarang. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. C'était Neil et Armand, n'hésitez pas à faire des retours et à bientôt sur Take 5.